Bonjour Cécile Wojnarowski, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, engagée dans la préparation des 50e journées qui auront pour thème attentats sexuels. Nous avons souhaité vous interviewer et vous poser quelques questions en lien avec ce thème. À notre époque, où paraissent de nombreux témoignages d'attentats sexuels dans le champ social, la psychanalyse ne propose ni sociologie, ni morale, ni débriefing des victimes. Comment pourriez-vous situer sa spécificité ? Alors, le terme d'attentat sexuel a intéressé la psychanalyse dès ses débuts, et certainement que cette notion qui a été introduite par Freud nécessite d'être mise à l'épreuve aujourd'hui, à l'épreuve des récents témoignages, et on peut se poser la question, comment ce terme trouve aujourd'hui à s'actualiser ? Alors, ce qu'on peut dire déjà et poser concernant la psychanalyse, c'est que la sexualité de l'être parlant n'est pas inscrite dans un programme de la nature. Donc c'est une sexualité qui est prise dans la culture, dans le langage, et c'est en cela que pour la psychanalyse, la rencontre avec le sexuel, on pourrait dire autant la rencontre avec la question de la mort, enfin voilà, cette rencontre est toujours traumatique du fait d'être hors sens. L'attentat sexuel va donc concerner une jouissance qui excède la question du désir et de la représentation, de ce qu'on peut s'en représenter. Pour cela, nous avons le fantasme. En tant qu'il soutient le désir, c'est ce qui permet de dompter la jouissance. Voilà. L'attentat sexuel, on peut dire que ce n'est pas un concept psychanalytique, mais il existe des concepts qui nous sont précieux pour envisager ce qui est en jeu aujourd'hui. Le fantasme en est un, par exemple. Parce que s'il n'y a pas un programme sexuel humain, c'est ce que signifie en partie le fameux « il n'y a pas de rapport sexuel » de Lacan, ça implique qu'il n'y a pas non plus de rapport simple de cause à effet qui fasse attentat sexuel pour tous. Il n'y a pas de pour tous. L'attentat sexuel et le symptôme qui s'en déduit, ça c'est important, il est propre à chacun. La psychanalyse, donc ça c'est la partie psychanalyse individuelle, mais on peut dire aussi que la psychanalyse s'inscrit dans l'époque, et actuellement, l'actualité dans laquelle ces thèses s'inscrivent, cette actualité, elle a changé. Si la sexualité était taboue du temps de Freud, elle est aujourd'hui exposée, l'image pornographique est à la portée de tout un chacun, et on pourrait dire il n'y a plus de refoulement, et puis on peut ajouter aussi, il y a plutôt un pouce à jouir. Et sans doute que cette nouvelle donne, c'est à explorer, et ce qui est à explorer, ce sont ses conséquences. Enfin, cette nouvelle donne est plutôt consécutive de l'hédonisme de masse qui serait apparu avec la libération sexuelle après les années 68. Pour autant, c'est pas plus simple. La sexualité continue de faire symptôme. Et cela se note autant du côté des victimes des fameux attentats sexuels que des agresseurs. Il y aurait là, sans doute, je l'espère, pendant les journées, toute une clinique à explorer aussi du côté agresseur ou agressé. Il s'agira également, pendant ces journées, de distinguer le traumatisme de structure, tel qu'on vient de le définir, des effractions de l'autre dans la réalité, quelles que soient ses formes. On voit bien que les formes sont très variées dans les témoignages dont il est question. C'est aussi le moment de revenir à Freud et de situer sa formidable modernité. En effet, il a lui-même parlé d'attentats sexuels à partir du cas d'Emma. Pourriez-vous nous en situer le double enjeu ? Alors, oui, en effet, c'est quand on disait que le terme d'attentat sexuel a intéressé la psychanalyse, c'est effectivement à propos du cas d'Emma que Freud va employer le terme d'attentat sexuel. Et pour en situer le contexte, on peut rappeler ce dont il s'agit. Donc, Emma est une patiente de Freud qui est hantée par l'idée qu'elle ne doit pas entrer seule dans une boutique. Et alors, elle rend responsable un fait qui remonte à ses 13 ans. Donc elle était entrée dans la boutique, elle avait aperçu les deux vendeurs qui s'étaient esclaffés. Prise de panique, elle était sortie précipitamment, et de là, l'idée que les deux hommes s'étaient moqués de sa toilette, et que l'un d'eux avait exercé sur elle une attraction sexuelle. Ce qui va arrêter Freud à ce moment-là, c'est la force du symptôme, qui est sans commune mesure avec le souvenir, qui peut paraître anodin. Et en effet, ça c'est important à noter, c'est que c'est à partir du symptôme que va se définir ce qui a fait attentat pour un sujet. Donc
Freud poursuit l'analyse de ce cas et la patiente il met en lumière un autre souvenir qui, dit-elle, n'était nullement présent à son esprit au moment de la scène qu'on vient de citer précédemment. Donc la voici. Donc à l'âge de 8 ans, elle était entrée 2 fois dans une boutique pour y acheter des friandises et le marchand avait porté la main à travers l'étoffe de sa robe sur ses organes génitaux. Malgré ce premier incident, elle était retournée dans la boutique, puis elle avait cessé d'y aller. Et par la suite, elle s'était reprochée d'être venue chez ce marchand, je cite Freud, à ce moment-là, comme si elle avait voulu provoquer un nouvel attentat. Et donc Freud, à partir de là, va chercher un lien associatif entre les deux scènes. Donc il y a le rire, qui est commun aux deux scènes, donc le sourire grimaçant du marchand dans la première scène, puis le rire des deux hommes dans la deuxième. Et l'autre point commun, c'est le fait de ne pas être accompagné. Donc Freud va préciser à ce moment-là que l'angoisse va naître de la poussée sexuelle qui accompagne le souvenir et qui ne peut intervenir qu'après la puberté. Donc je cite à nouveau, elle a peur que les commis ne répètent l'attentat et elle s'enfuit. Donc c'est un exemple clinique de Freud qui va donner matière à sa théorie du trauma qui se fait en 2 temps. Donc une première scène dont la signification reste énigmatique et la deuxième scène qui peut paraître anodine mais qui rappelle la première par des chaînes associatives et qui l'accompagne d'une compréhension nouvelle. Là, c'est forcément lié à la puberté. C'est donc dans l'après-coup que le souvenir refoulé devient traumatique, avec en son centre une cause sexuelle. Et Lacan va donner lui aussi toute sa portée à cette structure de l'après-coup et également à la resubjectivation de l'événement. Aujourd'hui, sans doute qu'avec le débat sur le consentement, c'est intéressant, on parvient à cerner cette question délicate du lien entre l'attentat sexuel qui concerne une jouissance en trop, cette jouissance qu'elle soit de l'autre ou du sujet lui-même, c'est une jouissance qui est subie, et le dessaisissement du sujet. Alors, on trouve sur le blog des journées 50 toute une rubrique sur cette question du consentement, et dans les boussoles cliniques notamment, cet article de Clotilde de Leguil qui reprend cette question du consentement, qui le différencie d'avec les autres termes. Enfin, selon vous, que peut nous dire la psychanalyse lacanienne à propos de la sexualité ? Alors, c'est une question vaste, et c'est plutôt une question qui invite à poursuivre sur ce que nous avancions de l'absence d'écriture du rapport sexuel et sur ce qui y supplée. Si celui-ci ne s'écrit pas, Lacan nous invite cependant à le reconstituer par un discours. Alors, un discours, ce qu'on entend par là, c'est un discours qui prenne en charge la jouissance du sujet, qui n'en fasse pas de cas, enfin qui n'en fasse pas, qui ne l'évacue pas. Voilà. C'est ce que produit le discours amoureux, mais aussi le fantasme, on en a déjà parlé, le symptôme, et bien entendu la psychanalyse comme expérience de discours. Nous vous remercions, Cécile Wojnarowski, pour vos réponses qui invitent à poursuivre le travail sur ce thème. Et nous attendons les participants nombreux aux prochaines journées de l'ECF, les 14 et 15 novembre 2020. Merci.